On va s'intéresser ici aux principaux modèles de transformation qui existent en thermodynamique. Donc l'idée, ça va être un peu toujours la même. On va avoir une transformation réelle et on va essayer de modéliser cette transformation réelle par un modèle qui est assez simple et qui permet donc de faire des calculs de manière aisée. Donc on s'intéressera aux machines thermiques par exemple, on s'intéressera à un moteur dont le cycle de transformation réel est représenté ici par donc la succession de transformations qui est modélisée en rouge. Et donc ce que l'on fera, c'est qu'on ira piocher donc dans nos modèles de transformation que je vais introduire juste après pour donc modéliser ce cycle. Et donc on introduira en particulier donc les modèles de transformation isocore qui sont tracés en pointillés ici, qui correspondent à la transformation 2,3 et la transformation 2,4. Et puis donc des transformations ici particulières que l'on introduira juste après, à savoir des transformations isothermes pour les transformations 1,2 et 3,4. Le premier modèle de transformation auquel on va s'intéresser, c'est la transformation qui est qualifiée donc d'isocore. Et donc dans une transformation isocore, on va avoir donc le volume du système qui va être constant. Donc un petit exemple tout simple pour illustrer ça. Imaginons donc qu'on ait un récipient et dans ce récipient, on va enfermer donc un gaz. Donc le système auquel on s'intéresse, c'est le gaz. Et puis imaginons qu'on utilise un petit briquet ici pour chauffer le gaz. Donc des échanges d'énergie sous forme de chaleur peuvent se faire entre l'intérieur et l'extérieur ici du récipient. Et la transformation va être qualifiée d'isocore pour le système puisque le volume ici du gaz ne changera pas. Alors une petite remarque tout de même, pour que les échanges d'énergie sous forme de chaleur soient possibles, les parois ici vont être qualifiées de diathermanes. Donc le préfixe dia ici étant permissif, à ne pas confondre avec athermane, donc ici diathermane. Donc diathermane, les échanges d'énergie sous forme de chaleur sont possibles entre l'intérieur et l'extérieur. Un deuxième modèle de transformation, c'est le modèle de la transformation donc isobar. Dans une transformation isobar, on va avoir la pression du système qui va être constante. Donc là encore une fois, on peut prendre un petit exemple simple pour illustrer. Donc si je prends un cylindre ici à paroi rigide et que à l'extrémité ici, je mets un petit piston qui est susceptible de coulisser. Donc sur la partie gauche, j'enferme encore une fois du gaz qui va être à la pression P et je vais avoir ici la pression atmosphérique sur la partie droite. Encore une fois, donc on va chauffer par l'intermédiaire ici d'un briquet de manière à ce que des échanges d'énergie sous forme de chaleur soient possibles entre l'intérieur et l'extérieur. Donc encore une fois, bien évidemment, les parois doivent être diathermanes pour permettre ces échanges d'énergie. Et donc là, attention, on chauffe très lentement. Donc ça, c'est important, simplement parce qu'il faut que la pression ici du système soit définie à chaque instant de la transformation. Et donc, il faut qu'au niveau microscopique, les grandeurs qui sont intensives, la pression, la température et le temps entre guillemets de s'uniformiser pour qu'elles soient définies. Et donc, si on chauffe très lentement, à chaque instant de la transformation, la pression à gauche et à droite du système va être la même, à savoir la pression atmosphérique. Donc ça, c'est la transformation qui est qualifiée de isobar. À chaque instant, la pression du système va être constante. On a un deuxième type de transformation qui est assez ressemblant, mais qu'il ne faut pas confondre. C'est la transformation qui est monobar. Donc ici le terme, attention, est très ressemblant avec isobar, mais ce n'est pas le même type de transformation modèle. Donc dans une transformation qui est monobar,
on a la pression extérieure qui est constante. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est garder donc le même système que précédemment, mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va chauffer cette fois-ci très fortement. Le fait de chauffer très fortement, bien évidemment, hein, ça ne va pas modifier la valeur de la pression extérieure, qui est ici égale à la pression atmosphérique, et donc à chaque instant de la transformation, on aura la pression extérieure qui sera constante. Mais la pression P ici du gaz, on ne sait pas à quoi elle est égale. Donc au début de la transformation, elle pourra être égale à la pression atmosphérique, puisque le piston, lui, hein, sera à l'équilibre mécanique. À la fin de la transformation, à l'état final, on aura encore une fois la pression qui sera la même des deux côtés du piston, sinon le piston il continue à bouger, on n'est pas dans l'état final. Mais entre cet état initial et cet état final, on ne sait pas à quoi est égale la pression du système. Transformation monobar, pression extérieure égale constante. Donc là, attention, une petite remarque importante, on a souvent une confusion, à savoir de penser que la pression extérieure, c'est toujours la pression atmosphérique. Non, la pression extérieure, c'est la force par unité de surface, ici, qui va s'exercer sur la surface qui va délimiter notre système. Et donc, d'un point de vue pratique, c'est la pression qui va s'exercer à ce niveau-là, hein, autrement dit, juste à gauche ici du piston, hein, sur l'exemple précédent. Et donc pour vous convaincre que pression extérieure et pression atmosphérique c'est pas tout à fait la même chose, hein, ce qu'on va prendre c'est quasiment le même dispositif mais avec un cylindre qui est vertical. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici un piston de masse petit m. Donc si je prends un piston de masse petit m, lorsque je m'intéresse au gaz, la force par unité de surface qui va s'exercer à ce niveau-là, cette force par unité de surface, P extérieure, ça va être bien évidemment la pression atmosphérique qui règne au-dessus du piston, mais également une force surfacique supplémentaire, à savoir le poids du piston divisé par la surface. Et donc attention, hein, pression extérieure, c'est la force par unité de surface ici qui s'exerce au niveau de la surface qui va délimiter ici le volume du système. Parfois c'est la pression atmosphérique, mais ce n'est pas toujours vrai. On a ensuite le modèle de la transformation isotherme. Donc la transformation isotherme, c'est une transformation pour laquelle la température du système va être constante. Donc ISO, encore une fois, ça veut dire même température. Et donc, si on prend un petit exemple pour illustrer ça, je prends ici encore une fois un gaz qui va être enfermé par un piston ici mobile, les autres parois étant rigides. Donc mon système c'est le gaz. Et ce qu'on imagine, hein, c'est la chose suivante, c'est que on a par exemple un thermostat, un système ici, hein, pour lequel la température est constante. Et les parois qui délimitent ici notre cylindre, on suppose qu'elles sont encore une fois diathermales, autrement dit qu'elles permettent les échanges d'énergie sous forme de chaleur entre le gaz ici, hein, qui se trouve à l'intérieur, et le thermostat qui lui se trouve à l'extérieur. Et ce que l'on fait ensuite, hein, c'est que on imagine un opérateur qui va venir par exemple pousser très lentement à l'aide de son doigt sur le piston. Donc attention, hein, le déplacement ici, hein, du piston doit être très long. Simplement parce que, encore une fois,
les variables d'état intensives, la température, la pression en particulier, hein, doivent avoir le temps donc d'être définies, de s'homogénéiser, hein, et donc pour que la transformation soit isotherme, que la température du système soit constante et donc définie à chaque instant, il faut que la transformation donc soit très lente. Et ça c'est quand même quelque chose que l'on retrouve dans à peu près toutes les transformations type ISO, hein, isobar, isotherme, etc. On doit avoir des transformations qui doivent être eh bien, donc, très très lentes. Un peu sur le même principe que ce qu'on a vu avant pour les transformations isobar et monobar, eh bien, donc, on peut ici également introduire des transformations qui seraient monothermes. Donc c'est le même principe que pour la transformation en fait monobar et isobar, à savoir cette fois-ci ça va être la température extérieure qui doit être constante. Et donc si je reprends ici hein, l'exemple précédent, eh bien il suffit simplement d'appuyer donc très fortement eh bien, donc, sur le piston. Hein. À l'instant initial, la température du système sera la même que la température du thermostat, à l'état final également, mais entre les deux, on ne sait pas. Hein. En tout cas, la température extérieure, qui serait dans ce cas particulier ici rien d'autre que la température donc, du thermostat, eh bien, elle serait constante. On a enfin un dernier type de transformation, c'est la transformation qui est adiabatique. Donc la transformation adiabatique, c'est quand il ne va pas y avoir donc d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Q égale 0. Donc ce qu'on peut imaginer en fait, c'est deux choses ici. La première, c'est si on opère par exemple, eh bien donc dans une bonbonne thermo, qu'on appelle en thermodynamique un calorimètre. Donc on a des parois ici qui vont être isolées. Donc les parois isolées, hein, je les fais en hachuré à ce niveau-là. Donc à l'intérieur, j'ai par exemple un gaz, donc ça va être mon système. Et du fait que les parois sont isolées, ici, il ne peut pas y avoir d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est le modèle de la transformation adiabatique Q égale 0. Donc c'est quand les parois vont être qualifiées ici de calorifugées. On parle également de parois athermanes. Donc là, attention, le terme est très ressemblant à diathermal, mais le préfixe ici A, cette fois-ci, il est privatif. Hein, pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre notre système, le gaz et le milieu extérieur. Le deuxième type, eh bien donc, de transformation qui mène à Q égale 0, eh bien ce sont des transformations qui sont brutales. Donc quand on a une transformation brutale, autrement dit très rapide, on considérera que l'on a également Q égale 0. Alors ça, c'est simplement lié au fait que les transferts thermiques, en fait, les échanges d'énergie sous forme de chaleur, sont des phénomènes qui sont plutôt lents. Et donc si on a une transformation qui est très rapide, ces échanges thermiques n'ont pas le temps de se faire. Et on utilisera donc le modèle de la transformation ici adiabatique. Donc attention, hein, dans une transformation adiabatique, la température va varier. Quand je dis que la température varie, c'est bien évidemment la température du système. Hein. Le terme de transfert thermique Q, il est nul, mais la température varie. Et si je reviens un tout petit instant en arrière avec la transformation qui est isotherme, donc attention, hein, la température du système, elle est constante, mais il y a bien des échanges d'énergie sous forme de chaleur entre le système et le milieu extérieur.